Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 13h à Bamako. Le journal, Soumaïla Berté. Bonjour. À la une de cette édition, les ministres en charge de l'agriculture du Burkina Faso et du Niger s'imprègnent de l'expérience malienne dans le domaine de la riziculture irriguée, présent à Bamako dans le cadre du forum de l'agriculture de la Confédération AES. Ils ont visité le périmètre irrigué de Baguineda et ont pu apprécier les progrès réalisés par les paysans chercheurs maliens en matière de riziculture intensive. En RDC, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé hier sa démission juste avant une séance où les députés devaient se prononcer sur sa possible destitution. Au Proche-Orient, la France reconnaît officiellement l'État de Palestine. Le président français Emmanuel Macron a fait l'annonce hier à l'Assemblée nationale des Nations Unies à New York, pendant que le président américain Donald Trump s'apprête à présenter ce mardi un plan de sortie de crise pour Gaza à plusieurs dirigeants du monde arabe et musulman. Et puis les sports, football, ballon d'or, France Football 2025, le français Ousmane Dembélé, sacré roi de l'année. Le jeune joueur aura passé une saison exceptionnelle. Avec Seragatou Cissé, nous parlerons également d'autres sujets d'actualité sportive. Voilà pour les titres. Soyez les bienvenus dans ce journal. Tout d'abord, le lendemain de la fête d'indépendance du Mali, la nation malienne a célébré hier avec faste, 22 septembre, à Bamako, comme dans les capitales régionales, le 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Ici à Bamako, l'événement historique a été marqué par le retour des festivités au boulevard de l'indépendance, lieu emblématique qui symbolise la souveraineté. La cérémonie était présidée par le chef de l'État, chef suprême des armées, le président de la transition, général d'armée Assimi Goïta. Il s'agit d'un impressionnant défilé militaire sous l'œil bienveillant des populations venues très nombreuses fêter ces jours mémorables. Une célébration du 22 septembre placée sous le signe de la résilience des Maliens et de la lutte contre le terrorisme, la coopération sécuritaire de la Confédération AES. Cela dit, présent à Bamako dans le cadre du forum de l'agriculture de la Confédération AES, les trois ministres en charge de l'agriculture et de l'espace étaient sur le terrain de l'office du périmètre irrigué de Baguineda au PIB. Il s'agissait pour les hôtes du Mali de voir l'expérience malienne dans les domaines de la riziculture irriguée. Sur place, les ministres ont pu apprécier les progrès réalisés par les paysans et chercheurs maliens dans le domaine de la riziculture intensive. Mamadou Fane était de la visite. En marge du premier forum agricole des pays membres de l'AES, les ministres en charge de l'agriculture de la Confédération ont visité le périmètre irrigué de Baguineda. Pour une superficie de plus de 19 000 hectares, 3 394 exploitants agricoles travaillent sur les 2 700 hectares aménagés. La riziculture intensive est la technique pratiquée dans cette zone. Une expérience hautement appréciée par les ministres de l'AES. Colonel El Haj Ousmane Mahaman, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage du Niger. J'entendais de loin, mais je viens de voir des résultats palpables de production. Nous sommes venus à Bamako pour discuter de la politique agricole commune de l'espace confédéral et je pense que c'est déjà un concret. Et ça, c'est à féliciter les paysans et les coopératives qui gèrent ces périmètres où nous avons déjà des rendements de 6 tonnes à l'hectare. Ils sont passés à 8. La souveraineté alimentaire a été prônée par les ministres en charge de l'agriculture de l'AES, d'où une réflexion pour une mutualisation des investissements dans ce domaine. Dr Amadou Diko, ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques du Burkina Faso. Depuis 2 ans, il y a d'énormes efforts qui ont été concentrés dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Je peux vous dire que malgré la guerre dans notre pays, nous n'avons jamais connu ce niveau d'investissement en matière d'agriculture et d'élevage depuis les indépendances. L'objectif, c'est de vraiment diminuer les importations dans nos pays, voire même éradiquer l'importation de certains produits et également de créer des emplois. Dans le cadre de la politique agricole de l'AES, nous allons voir comment arriver à mutualiser les investissements, les efforts, afin de pouvoir spécialiser des pays dans des productions. Cette visite des ministres en charge de l'agriculture de l'AES à l'OPIB a été l'occasion de saluer les efforts consentis par les populations pour l'autosuffisance alimentaire dans l'espace confédéral.
L'ambassade du Burkina Faso au Mali a accueilli une délégation venue de Ouagadougou dans le cadre de la vulgarisation de l'entrepreneuriat communautaire. Il s'agit d'un programme présidentiel qui vise à contribuer à la mise en place d'un cadre juridique réglementaire permettant le développement de l'entrepreneuriat communautaire au Burkina Faso. On en sait plus avec Dossé Babadjara. Cette conférence débat initiée par l'Agence burkinabé pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire APEC avait pour objectif d'informer et sensibiliser la diaspora afin de vulgariser les projets de l'entrepreneuriat communautaire. Une étape qui intervient après la phase nationale pour présenter ces programmes présidentiels à travers tous les pays à forte représentation burkinabé. Zundi Clémence Minungu, directrice de la promotion de l'entrepreneuriat communautaire de Burkina Faso, conférencière. Nous étions récemment au Niger. Aujourd'hui, c'est le tour du Mali de nous recevoir afin que nous échangeons autour de ces questions. Alors, il a été question de présenter les acquis et de conjuguer les efforts que feront les Burkinabés au Mali à travers les capitaux qu'ils pourront envoyer, à travers leur temps, à travers donc leur savoir-faire également qu'ils pourront apporter dans la co-construction de notre communauté. Selon la conférencière, l'APEC a pour mission d'assurer la mobilisation de l'épargne populaire pour le financement d'entreprises communautaires. Elle intervient notamment dans les domaines de l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire et les mines. Quand on souscrit aux entreprises communautaires, il y a plusieurs avantages. D'abord, pour soi-même, il y aura un retour sur investissement, mais aussi ce retour collectif qu'on aura. Déjà, vous constatez que les usines poussent de partout. Cela contribue fortement à changer les conditions de vie des Burkinabés, à octroyer plus d'opportunités en termes de taux d'employabilité. Au cours des débats, les participants ont été informés par rapport à toutes les conditions et les moyens de souscription. Dambélé Julienne Sanon, ambassadrice du Burkina Faso au Mali. L'APEC, qui est l'actionnariat populaire, c'est du concret. Cela, c'est demander à la communauté burkinabé vivant au Mali de souscrire massivement à cette initiative présidentielle pour utiliser nos propres actions pour développer notre pays. Solo Kone, participant. Je vais adhérer à l'APEC pour la bonne cause. D'abord quelque chose qui est innovante dans le cadre des initiatives. Si tout le monde participe en tant qu'actionnaire, forcément nous allons faire bien plus d'usines et certainement bien plus d'activités. Donc ils vont contribuer énormément au développement du pays. Il faut souligner que la structure a notamment réalisé depuis 2023 3 usines de transformation des tomates dans le pays, une usine d'exploitation semi-industrielle des mines, sans oublier d'autres usines de transformation agroalimentaire. 13h08, l'actualité dans les régions. À Koulikoro, le projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne, PASSEM, renforce les compétences des acteurs des petites et moyennes entreprises sur la gestion financière. Axée sur l'éducation financière, la session de formation vise à réduire la vulnérabilité des PME sur le plan financier et de contribuer à l'amélioration des revenus des acteurs. Ortem Koulikoro, Ousmane Kouita. Destiné aux acteurs évoluant dans les petites et moyennes entreprises PME de la région de Koulikoro, la présente session de formation se veut un cadre de renforcement des capacités de ces acteurs. L'atelier porte sur le thème « L'éducation financière ». C'est une initiative du projet d'appui à la compétitivité de l'économie malienne PASSEM grâce à l'appui du ministère de l'Industrie et du Commerce qui vise à doter les PME des connaissances requises en matière de finances de base. Souri Bamba, coordonnateur du PASSEM. Les PME sont les premiers pourvoyeurs d'emploi. Donc, appuyer une telle structure pour essayer de satisfaire sa santé financière permet de garantir cette création d'emplois et contribuer à la création d'emplois à l'atteinte de notre objectif. Les 5 jours d'atelier seront mis à profit pour renforcer les acquis des PME en matière d'éducation financière afin de leur permettre de gérer efficacement leur entreprise. Dédé Koulibaly, consultant formateur en éducation financière, Segela Service. Les points saillants sont effectivement, qu'est-ce que l'éducation financière d'abord? Les gens confondent l'éducation financière et l'inclusion financière, qui est un problème saillant aujourd'hui au Mali et dans tous les pays. Le socle d'une économie, c'est l'épargne. Et puisqu'on parle de l'épargne de façon macro, c'est de parler de la nano, de la méso et de la micro, parce que les participants, ils sont là, on adapte à leurs besoins. Demba Tungara, conseiller technique au ministère de l'Industrie et du Commerce. Aujourd'hui, les PME constituent la majorité du tissu économique du Mali. Accompagner les PME
c'est comme accompagner le développement. Et qui parle de développement endogène parle des PME, c'est-à-dire faire nourrir les Maliens par les Maliens. Et cela ne peut se faire qu'en développant, en améliorant, en renforçant les capacités des PME. Au sortir de ces 5 jours de formation sur l'éducation financière, les participants devront servir de relais auprès des autres camarades pour le bonheur de nos entreprises. Pour les Kouro, Ousmane Koueta, Damas Guéré pour l'ORTM. En première région, l'entreprise Seno Mining Service a remis des kits scolaires à une dizaine d'écoles et de médersa de la commune rurale de Sadjoula. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence des autorités locales. Les détails avec Brahima Dao de l'ORTM CAI. Dans le cadre de ses actions de responsabilité sociale au profit des communautés de sa zone d'opération, l'entreprise Seno Mining Service a fait parler son cœur en cette veille de rentrée scolaire en remettant des kits scolaires à 10 écoles classiques et médersa de la commune rurale de Sadjoula. Sori Ibrahima Traoré, directeur des opérations de Seno Mining Service. Certains élèves ont la peine à avoir des fournitures scolaires. C'est aussi une action pour favoriser l'égalité des chances entre les apprenants. Ces kits scolaires d'une valeur de plus de 5 millions de nos francs, composés de sacs, de cahiers, de bics et de crayons, viennent à point nommé. Ibrahim Ag Issouf, porte-parole des bénéficiaires. Un enfant, quand tu lui donnes un sac, c'est comme si tu lui donnes tout pour l'école. Ça, d'abord, c'est le premier facteur pour que l'enfant se donne à l'école, un sac. Amadou Kassogué, préfet du cercle de Sadjoula. De la part de notre partenaire du jour, contribuera sans nul doute à soulager de nombreux pères de famille, notamment les couches les plus vulnérables. Cet élan de solidarité agissante cadre parfaitement avec la vision des plus hautes autorités de notre pays, dont la volonté de bâtir une école de qualité demeure une priorité avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. À la fin de la cérémonie, les responsables de Seno Mining Service ont donné l'assurance que cette action sera pérennisée et fera partie désormais des objectifs annuels de l'entreprise. Kai Brahima Dao, Lassana Sissogo pour l'ORTM. Même élan de solidarité à Tombouctou, où le programme pluriannuel de résilience en éducation remet des kits scolaires à l'académie d'enseignement. Ainsi, 12 000 enfants en situation difficile ont bénéficié du geste. La cérémonie de remise a été présidée par le gouverneur des régions. Tombouctou, le point avec Salim Konaté. L'Académie de la région de Tombouctou, accompagnée des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation, a procédé à une remise de kits scolaires. Ce sont près de 12 000 enfants qui seront impactés par cette campagne qui vient en appui aux efforts du gouvernement en matière de scolarisation. Ce geste humanitaire vise à alléger la charge financière des familles défavorisées, mais aussi renforcer le partenariat autour de l'éducation. Ouaya Sewa Tamboura, DAE de Tombouctou. Cette donation de 12 200 kits scolaires aux enfants de la région de Tombouctou vient soulager de nombreuses familles et parents qui, à cause des fournitures scolaires, les enfants restent à la maison. C'est le lieu de souligner l'accompagnement multiforme du consortium UNHCR AMSS qui se traduit aussi par la construction et la réhabilitation des salles de classe, la construction d'AET, le recrutement d'enseignants volontaires et la formation continue des enseignants. Ce projet qui s'étend sur 3 ans couvre tous les cercles de la région de Tombouctou. Il est mis en œuvre par le consortium HCR AMSS en partenariat avec l'UNICEF à travers SEWI Education Canon Weight. Contrôleur principal de police Bakoum Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Nous sommes une région en sortie de crise et nous avons toujours besoin des appuis du genre pour permettre aux enfants d'aller à l'école. Selon le représentant du HCR, le projet cible plus de 3000 enfants âgés de 3 ans à 18 ans, incluant les personnes déplacées internes, les réfugiés, les rapatriés et les communautés hautes. Tombouctou, Saloum Konaté, Mahmoud Askofare pour l'ORTM. Vous écoutez le RTM à Tombouctou, il est 13h14, l'actualité hors de nos frontières. En Guinée, le référendum constitutionnel du dimanche dernier s'est déroulé dans le calme. Environ 6,7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour se prononcer sur un projet de nouvelle constitution destiné à remplacer la charte de transition en vigueur depuis 2021. Selon des observateurs indépendants, aucun incident majeur n'a été signalé. Ils saluent une participation remarquée, notamment des femmes, et soulignent une
atmosphère relativement plus pacifique que lors des précédents scrutins. En RDC, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé sa démission hier, juste avant une séance où les députés devaient se prononcer sur sa possible destitution. Ancien bras droit du chef de l'État, Félix Tshisekedi, Kamerhe subissait depuis plusieurs semaines de fortes pressions. On lui reprochait une gestion floue des finances du Parlement et un soutien jugé trop discret au président, alors que la crise sécuritaire s'aggrave dans l'est du pays. Depuis New York, où il participe à l'Assemblée nationale de l'ONU, Félix Tshisekedi a tenté d'apaiser les esprits. Il parle d'une affaire interne au Parlement et assure continuer à considérer Vital Kamerhe comme un allié, un frère, figure de la vie politique congolaise. Vital Kamerhe a déjà connu plusieurs rebonds, condamné en 2020 pour détournement de fonds, puis blanchi. 2 ans plus tard, il avait repris les rênes de l'Assemblée en 2024. Au Soudan du Sud, le procès de Riek Machar s'est ouvert hier. L'ex-premier vice-président, figure clé du pays, était présent debout derrière les barreaux d'une cage dans une salle quasi vide. Il est jugé aux côtés de 7 autres responsables de son parti. Tous sont accusés d'avoir orchestré des attaques contre l'armée dans le nord-est du pays. À la clé, des charges lourdes comme la trahison, le meurtre ou encore les crimes de guerre. Mais dès les premières minutes, leurs avocats ont demandé l'annulation pure et simple du procès. Ils affirment que seul un tribunal hybride prévu par l'accord de paix de 2018 peut légalement les juger. Une ligne de défense rejetée par le parquet. Au Proche-Orient, la France reconnaît officiellement l'État de Palestine. L'annonce a été faite hier par le président français Emmanuel Macron à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Il a déclaré que la France, fidèle à son engagement pour la paix au Proche-Orient, franchissait ses pas pour soutenir la solution à 2 États. Avec cette décision, la France emboîte les pas à 15 autres pays de l'Union européenne, dont la Grande-Bretagne ou encore la Belgique. L'actualité au Proche-Orient, toujours, le président américain Donald Trump s'apprête à présenter ce mardi un plan de sortie de crise pour Gaza à plusieurs dirigeants du monde arabe et musulman. Au cœur de ce plan, la fin de la guerre, le retour des prisonniers, un retrait israélien et la mise en place d'une nouvelle administration pour gérer la bande de Gaza. Cette série de discussions aura lieu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Parmi les invités autour de la table, on note les dirigeants de l'Arabie saoudite, du Qatar, de l'Égypte, de la Jordanie, mais aussi de la Turquie et des Émirats arabes unis. Les sports dans un instant. Serakatou Sissé m'a rejoint à l'instant pour animer l'actualité sportive de ce journal. Bonjour Serakatou Sissé. Bonjour Soumaïla Berti. 69e cérémonie du Ballon d'Or France Football. Le Français Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain est sacré roi de l'année. Oui, il a devancé l'Espagnol du FC Barcelone, Lamine Yamal, et le Portugais du Paris Saint-Germain, Vitinha. À 28 ans, Ousmane Dembélé succède au palmarès à l'Espagnol Rodri de Manchester City. Il devient le 6e Français à soulever ce prestigieux trophée après Raymond Kopa en 1958, Michel Platini 1983, 1984, 1985, Jean-Pierre Papin 1991, Zinedine Zidane 1998 et Karim Benzema 2022. Ousmane Dembélé est par ailleurs le 2e joueur français évoluant au pays à recevoir le Ballon d'Or après le Marseillais Jean-Pierre Papin. Le numéro 10 du Paris Saint-Germain est comme par magie le 10e joueur de l'histoire à remporter le Ballon d'Or, la Coupe du Monde et la Ligue des Champions. La saison 2024-2025, Serakatou Sissé, on aura donc dit, a été exceptionnelle pour le jeune Ousmane Dembélé. Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe UEFA, du titre de champion, du trophée des champions, de la Coupe de France, Ousmane Dembélé a écrasé la concurrence. Il a été couronné meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de la Supercoupe UEFA, meilleur buteur de la Ligue 1 française, 21 buts, et vice-champion à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Cadre du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Dembou, c'est son surnom, est au sommet de son art. Plusieurs autres distinctions avaient été également décernées hier. Le Ballon d'Or féminin est gagné par l'Espagnol du FC Barcelone, Aitana Bonmati. Elle soulève pour la 3e fois consécutive le trophée 2023, 2024 et 2025. Le trophée Copa et récompensant le plus jeune joueur est revenu à Lamine Yamal du FC Barcelone. Le trophée Copa féminin est attribué à Vicky Lopez du Barça. Le trophée Johan Cruyff désignant le meilleur entraîneur masculin est Luis Enrique du Paris Saint-Germain.
Sa collègue Sarina Wigman, coach de l'Angleterre, est couronnée. Le trophée Yashin pour la meilleure gardienne est décerné à Hannah Hampton de Chelsea. Le meilleur gardien est Gianluigi Donnarumma du Paris Saint-Germain, actuellement à Manchester City. La meilleure buteuse pour le prix Gerd Müller est Eva Pajot du FC Barcelone, 25 buts. Le meilleur buteur est Victor Gyökeres du Sporting Lisbonne, actuellement à Arsenal, 63 buts. Le club masculin de l'année est le Paris Saint-Germain et le club féminin est Arsenal. Le premier joueur africain, la liste est longue, Soumaïla Berté, est Mohamed Salah de Liverpool, classé 4e. Le Marocain Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain et le Guinéen Serhou Guirassy de Dortmund sont respectivement 6e et 21e. Sur le gazon à présent, les classiques du football français a été gagné hier 1-0 par Marseille sur son rival, les Paris Saint-Germain. Un but matinal inscrit par le Marocain Naïf Aguerd à la 5e minute a permis à Marseille de battre le Paris Saint-Germain pour la première fois depuis 2011. Cette victoire de Marseille au Vélodrome sur le Paris Saint-Germain brise la malédiction phocéenne. Après 5 journées, Monaco est leader 12 points à la différence de but devant le Paris Saint-Germain 12 points plus 6, Lyon 12 points et Strasbourg 12 points. Merci Sira Gatoussissé pour toutes ces informations sportives. Ainsi se referme ce journal. Mise en onde Alimata Ouattara, mise en ligne Sekou Traoré, réalisation Jafar Cham, coordination éditoriale Ousmane Dao, à ce microphone Soumaïla Berti. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h30. Dans un instant, retrouvez les avis et communiqués. Passez un agréable après-midi en compagnie des programmes de votre radio nationale. Au revoir.